Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance, et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessica Nel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre adultes et enfants de façon authentique. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Thierry Pardo. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Alors, je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Tu es papa de 2 garçons, tu es titulaire d'un doctorat en éducation, donc tu es chercheur indépendant associé au Centre de recherche en éducation et en formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, je crois que je ne me suis pas trompée. Bravo. À l'Université du Québec, à Montréal. Tu es aussi conférencier, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Une éducation sans école, Au nom du pire, Les savoirs vagabonds, Seul pour apprendre, ou encore de la piraterie éducative. Donc il y a une part de ton travail qui s'inscrit quand même dans la continuité de la pensée d'Ivan Illich, auquel tu rends hommage avec le titre de ton livre, Une éducation sans école. Donc on y retrouve un travail de déconstruction qui fait un petit peu écho à ce qu'on a pu aborder avec le premier épisode enregistré avec François Bégodeau, mais qui apparaît aussi en filigrane dans les autres épisodes, avec le témoignage des personnes qui ont participé. Et tu ne t'arrêtes pas là. D'ailleurs, tu ne proposes pas d'entrer dans une forme de lutte contre l'hégémonie du système scolaire, mais tu vas plutôt plaider pour la diversité au niveau éducatif, la liberté, la spontanéité créative, et on prendra le temps d'ailleurs de parler de piraterie éducative. Pour commencer, une question un peu incontournable dans ce podcast. Quel enfant toi tu as été et quel a été ton rapport à l'école ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est sûr que le rapport était compliqué. Merci pour la question. C'est vrai que ça part de là. Et effectivement, quand on regarde par exemple les familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, et souvent il faut aller chercher la raison dans leur propre vécu scolaire, bien souvent. Alors moi je fais partie de ces gens sans aucune prétention, mais c'est pour pas tourner autour du pot 3 heures, qui ont un peu de talent, peut-être pas quelque chose de trop flagrant, mais quand même un peu de talent. Par contre, pas du tout celui d'être conforme, en fait. Et l'école ne sait pas quoi faire de ces gens-là, jusqu'au doctorat. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de talent, mais que vous êtes conforme, c'est ce qu'on vous demande. Parce qu'en fait, l'école ne peut pas exiger le talent. Elle ne peut exiger que la conformité. Donc, même jusqu'au doctorat, vous êtes prié de laisser la recherche dans l'état où vous l'avez trouvé en rentrant. Donc, ça, ils savent très bien gérer ce genre de profil. Les gens qui ont la conformité et en plus qui ont du talent pour écrire, pour avoir des bonnes idées de recherche, etc. Alors là, effectivement, c'est souvent des parcours de réussite, évidemment. Mais les gens qui ont un peu de talent décalé, mais qui n'arrivent pas à être conformes, qui ne savent pas être conformes, que s'ils essayent de jouer au premier de la classe, eh ben, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est un carnage, quoi, autant qu'ils ne fassent rien. Alors ça, par contre, ils savent pas gérer ce genre de profil, et ce genre de profil, comme le mien, on ne sait pas comment dealer avec le système, en fait. Voilà. Donc, parfois, ça donne des espèces de coups de génie, parce qu'effectivement, personne ne s'attendait à ça, même en tant qu'enfant. Et parfois, mais la plupart du temps, en fait, ça donne des trucs, les gens ils se demandent qu'est-ce que tu es en train de faire. Je me souviens, quand j'étais en 6e, parce que moi j'ai fait ma scolarité en France, même si je vis au Québec, ils nous avaient demandé de décrire un troupeau d'animaux, c'est comme en rédaction, là, on avait comme 2 heures, là, il fallait décrire un troupeau. Et moi, j'avais décrit un troupeau de puces, et je l'avais écrit en rime, en fait.
Bon ben voilà. Alors ça fait partie. Pourquoi j'en sais absolument rien. Mais ça fait partie des choses que là, pour le coup, ils avaient trouvé ça plutôt cool. Mais mes 99 idées sur 100 que j'avais, ils les trouvaient pas très cool, quoi. Donc voilà. Donc ils savent pas gérer ce genre de profil. Voilà. Alors c'est sûr que moi j'ai une enfance scolaire. Alors c'était pas très compliqué. J'ai fini par avoir mon bac, tout va bien. Mais je veux dire. Mais c'était dans la douleur, quoi. C'était dans la douleur, c'était dans la souffrance. Et en plus, ma mère, pour un peu par fantasme républicain, en fait, nous avait inscrit, mon frère et moi, dans une école sous contrat, tu sais, donc les écoles un peu de riches, tu vois. Nous, on était dans les quartiers nord de Marseille, donc voilà. Et nous, on était un peu les seuls pauvres, quoi, tu vois, de l'école. Il y avait les jeunes du quartier qui, de temps en temps, faisaient des razzias dans l'école, ils rentraient dans les classes, ils piquaient des sacs, parce que les autres avaient tous des sacs super chers, tout ça. Nous, on était sûr, on vérifiait jamais si nous avaient piqué des trucs à nous, parce qu'on avait les mêmes trucs que les autres, tu vois. Donc, mais ça veut dire que j'ai aussi... j'aime bien dire que j'ai expérimenté assez jeune, et sans savoir que c'était ça, le mépris de classe, en fait. Alors, de classe au sens scolaire, et de classe au sens... voilà, moi j'habitais bâtiment 40, cité Bellevue, dans les quartiers nord de Marseille. Quand les copains ils m'invitaient à leurs anniversaires, c'était des villas avec piscine sur Allo, nord de Marseille, etc. Et moi, quand je les invitais, ils venaient pas, quoi. C'était au 6e étage, pas d'ascenseur, d'un HLM. Tu vois. Voilà, donc le mépris de classe, alors tout ça, là, ça a quand même... ça a quand même marqué un parcours, quoi, voilà, là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que moi, je suis toujours très, très attentif. Je passais par toutes sortes après, dans ma vie, par toutes sortes de situations sociales, etc. Et donc, je suis quand même très attentif à la détresse des gens. Je suis quand même très attentif à... moi, personne n'a jamais... grimper ou diminuer dans mon estime en fonction de son portefeuille, tout ça, mais aussi de ses diplômes et tout ça. Je crois pas à tout ça. Je crois pas que ce soit des critères. Ce qui fait que, bon, ben, peut-être que ça me donne, comment dire, une façon d'entrer en contact avec les gens qui est plutôt tranquille, quoi. Voilà, peu importe les gens, quoi. Dégager de ses préoccupations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin dans l'éducation ? Déjà de poursuivre tes études et puis en plus de choisir ce domaine-là. Ouais, ben en fait, moi je suis arrivé là. Moi, tout petit, j'étais toujours. Évidemment, je mets des mots là-dessus, mais quand tu as 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, c'est pas comme ça que tu les nommes. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai toujours été passionné, en fait, à la fois par le nomadisme, en fait, et par cette espèce de profil, un peu d'intellectuel nomade, en fait. C'était les Confucius. Alors, évidemment, je connaissais pas Confucius, tout ça, mais enfin, après coup, au début, c'était Merlin l'Enchanteur. Tu vois, c'était des gens comme ça, qui appartenaient à peu près à aucune chapelle, mais qui étaient un peu invités partout, qui pouvaient mettre un peu leur grain de sel là-dedans. Mais voilà, j'étais attiré vraiment par ce genre de profil. Mais assez tôt, je me suis dit que si je voulais avoir une chance minimale de faire une sorte d'auto-analyse, je devais me confronter aux enfants. Parce que je savais que si je les emmerdais, ils me le diraient direct, quoi. Voilà. Et que quand t'es un groupe d'animateurs en colo et que tu dis bon, y en a un qui propose ça, l'autre qui propose ça, l'autre qui propose ça, les enfants en général choisissent en fonction de l'animateur. Et quand tu leur dis bon, qui c'est qui est avec moi et qu'il n'y a personne, il y a un problème, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc je savais que j'avais besoin de ce regard un peu de vérité. Et puis j'ai arrêté quand j'ai eu trop de technique, en fait. Donc tu étais animateur. Ah oui, mais en fait c'est ça mon parcours, en fait, parce que bon, le bac et tout ça, voilà, ma mère est contente, tout ça, mais à part ça, moi à 22, 23 ans, là, j'ai passé le BAFA, et moi c'est mon école, en fait, ça. J'ai encore beaucoup d'attaches dans ce monde-là, en fait, et donc j'ai été animateur BAFA, parce que je voulais travailler avec la nature aussi, j'étais proche dans mon profil d'intellectuel nomade, là, un peu, il y avait ce contact avec la nature. Et donc, je voulais devenir un spécialiste de la nature. Et tout ça. Alors, j'ai rapidement compris que je ne pouvais pas y aller par les sciences, tu sais, les sciences de la vie et de la terre. À l'époque, ça s'appelait les sciences naturelles et tout ça.
Donc je suis rentré par la fenêtre, en fait, par la porte éducation. Sur le terrain. Voilà, par le BAFA, en fait. Ça, c'était pas très compliqué à passer. Et après, j'ai passé un brevet d'état d'animateur nature, environnement. Ça s'appelle les BPGEPS maintenant. Et donc pendant des années, j'ai accompagné des milliers d'enfants. Je suis devenu formateur BAFA. Écoute, j'ai calculé, j'ai formé 1200 animateurs, etc. Donc, j'ai accompagné pendant 10 ans des enfants auprès de la mare, ramasser des grenouilles, des trucs. Donc en fait, c'est ça mon école. Génial. Et à travers notamment les classes de découverte. Ce qui fait qu'une fois que tu as vécu ça, que tu as vu ces enfants qui étaient le mauvais élève, mais que c'est lui qui va aller dans la mare ramasser la larve de libellule, etc., tu peux plus imaginer une enfance pour tes propres enfants. J'avais pas d'enfants à l'époque, mais c'est sûr que ça a induit que je pouvais plus mettre mes enfants en classe, quoi. Donc, ça a changé ta vision. Ben oui. Puis après, pour finir rapidement, c'est que après mon BATEP, il n'y avait plus rien en France qui existait en éducation à l'environnement. Alors je suis venu au Québec, j'ai rencontré Lucie Sauvé, qui a été après ma directrice de thèse et tout. J'ai fait un programme court de second cycle. Parce que c'est elle qui choisissait qui rentrait dans son programme. On ne passait pas par l'administration. C'était beau. Ça a changé. Puis finalement, comme j'avais fait un truc de second cycle, elle m'a dit si tu veux finir ça. Donc du coup, moi, j'ai pas de licence, j'ai pas de bachelor, j'ai pas de bac. J'ai pas de licence. J'ai une maîtrise, j'ai un doctorat, mais j'ai pas de licence. Voilà, encore une fois, tu vois, c'est le parcours atypique. Ouais, c'est ça. Pour demander des bourses, c'est pas bon, mais pour le reste, c'est cool. Et donc voilà, et donc je fais. Et donc forcément, moi, je rattache toujours ma question éducative à une question environnementale. Et que, tu sais, on en parlait avant l'enregistrement, mais que effectivement, c'est une histoire de. Comment dire ? C'est effectivement une histoire d'environnement, en fait. Ouais. Mais justement, dans ton livre Les Savoirs Vagabonds, qui est d'ailleurs un livre rempli de poésie, je vous le conseille, on peut découvrir ton intérêt pour le rapport qu'il peut y avoir entre l'individu et son environnement. Bon, plus précisément, il s'agit de toi, tu évoques la façon dont l'environnement, les différents climats, les différents paysages ou reliefs viennent aussi façonner ton vécu intime, ta connaissance, la propre représentation que tu peux avoir de toi-même. Et on peut aussi faire le parallèle avec cette réflexion qu'on peut retrouver dans une éducation sans école, c'est-à-dire comment l'environnement vient façonner quelque chose chez l'individu. Et d'après toi, qu'est-ce que l'école, dans sa dimension institutionnalisée, vient façonner chez l'individu pour que tu en sois venu à proposer une éducation sans école ? Je ne sais pas si tu as suivi ma question. Ou... Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu connais l'élevage en liberté, tu peux plus te résoudre à l'élevage en captivité. Là, tu vois ce que je veux dire, c'est que effectivement en fait, toute projection, toute éducation est liée à une forme de projection, en fait, évidemment. Hein. Si tu suis une formation, c'est pour pouvoir utiliser ces compétences après, sinon tu n'y vas pas, quoi. Alors, sauf qu'évidemment, on mesure mal le vécu immédiat de la personne en formation, en fait, de la personne. Donc, si on considère que l'enfant n'est qu'un stage de préparation pour la vie d'adulte, alors toutes les souffrances sont autorisées, puisque le but du jeu, c'est pas maintenant, c'est après. Mais si on considère que la vie de l'enfant, elle commence pas à 18 ans, mais qu'elle commence là, et qu'il a qu'une vie à vivre, et qu'une enfance à vivre, et que son enfance, c'est ici et maintenant, alors on peut pas enfermer 8 heures par jour des enfants, mettant assis sur une chaise, en levant le doigt pour aller aux toilettes, avec un programme obligatoire, classé par date de fabrication des enfants, etc., etc. Donc ça, c'est pas la vie, ça, en fait. Voilà, c'est la vie. La vie, c'est pas ça. Alors, si tu te dis que oui, mais ils sont pas encore en vie, en fait, ils sont encore ils sont en formation. Tu vois, le mot, on est en train de les fabriquer pour la vie industrielle d'adulte, alors effectivement, tout se justifie. Mais si tu considères que leur vie, c'est ici et maintenant, rien ne se justifie. Voilà. Et donc, oui, le voyage... Alors, effectivement, l'environnement vient... Tu sais, nos cellules ne sont pas... Tu sais, l'eau qu'on boit, on en parlait avec les enfants, l'eau qu'on boit, c'est la même que buvaient les dinosaures et tout ça, tu vois. Donc, nos cellules sont traversées par notre environnement et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas
on ne peut pas savoir qui on est, ni comment on évolue, ni vers où on va, à la fois personnellement, psychologiquement, culturellement, sans prendre en compte l'environnement. Et alors, autant ça paraît tout à fait évident quand on s'intéresse au peuple du bout du monde, autant quand on est des gens urbanisés, quand on est des civilisés, ça nous paraît pas évident. Et pourtant ça l'est, quoi. Si j'ai 2 minutes là dans mon parcours initiatique, vas-y. À un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller passer un hiver chez les Inuits du Grand Nord québécois. Et en fait, tu débarques là et tu comprends très rapidement que tu comprends rien, en fait. À rien, évidemment, la langue, mais la façon dont ça fonctionne, la culture, l'interaction entre les gens. Il n'y a rien de plus impoli que de dire bonjour, au revoir. Il n'y a rien de... les gens rentrent dans les maisons sans taper à la porte, ils s'installent, ils fouillent dans vos placards, ils mangent un truc, ils repartent, et ils n'ont pas dit un mot. En fait, tu vois, il y a des trucs comme ça, tu te dis, tu comprends rien, en fait, tu vois ce qui se passe. Et là, tu vois l'environnement, et tu dis, mais c'est sûr et c'est certain que l'environnement a forgé ces gens-là. Et s'ils fonctionnent comme ça, c'est que la cause environnementale est très très forte, quoi. Et donc j'ai passé un mois à partir tout seul sur la banquise, évidemment, à l'époque où les ours blancs ont faim. Ce qui fait que c'est en croisant, disons qu'au combat à main nue, c'est pas toi qui as le gros bout. Tu as pris des risques. Ben, en fait, c'était plus que ça, c'est que j'ai accepté de mourir, en fait, tous les matins, en quittant le village, parce que la banquise, c'est pareil, il y a des trous de banquise, etc. Donc, enfin, bref, t'avais... Et les Inuits m'ont regardé, mais comme un extraterrestre, en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Et alors, effectivement, c'était complètement idiot, mais eux, avec une conscience de la mort et tout ça qu'ils ont dans ces... Là, jamais, ils se seraient amusés à faire ça. Mais par contre, ça m'a j'ai compris qu'effectivement, tous les jours, tu prends culturellement, historiquement, c'est un peu différent aujourd'hui, mais les Inuits prenaient le risque de mourir tous les jours, en fait. Et donc, pourquoi dans la langue Inuktitut, il n'y a pas de futur, tu vois? Tu peux mettre aucun verbe au futur dans la langue Inuktitut. Pourquoi tu rentres chez quelqu'un parce que tu vis au présent? Pourquoi tu dis pas au revoir parce que il y a 2 personnes en train de discuter, et toi tu vas leur dire, excusez, je viens vous couper la parole pour vous dire que je m'en vais. Mais pourquoi tu fais ça? Va-t'en. Pas besoin. C'est ça, etc. Et donc tout ça, tu arrives à le comprendre par la fréquentation amicale et dangereuse de l'environnement. Sinon, tu le comprends pas, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Puis, c'est un peu théorisé dans l'éco-formation, dans des courants comme ça. Et c'est très, très puissant, en fait. C'est très, très puissant. Donc, effectivement, quand tu arrives dans un environnement, le premier truc, tu t'assois, t'écoutes, tu regardes, t'apprends, tu poses pas de questions, tu vois, etc. Et là, tu commences à savoir qu'est-ce que tu fais là. Sinon, tu le sais jamais, quoi. Sinon, tu traverses... j'ai vu des gens au Maroc traverser le pays en 4x4 le plus vite possible, traverser une culture le plus vite possible, tu vois. C'est comme un peu idiot. C'est plus la même démarche. Ben non, c'est même pas une démarche, en fait. C'est une course. Ouais. Voilà, donc oui, alors si je reviens à l'enfant dans sa classe, assis sur son banc, à lever la main pour aller aux toilettes, tu vois, tu commences, c'est plus possible, c'est plus envisageable, quoi. Il y a un manque de sens. Eh ben, il y a un manque de contact, de sens, de nature, il y a un manque de notre propre nature, en fait. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, quoi. Tu parles du déficit de nature dans ton livre. C'est une expression qu'on n'entend pas forcément beaucoup par chez nous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, ça a été théorisé. Ça a été théorisé en anglais, surtout le Nature Deficit Disorder, en fait. Mais donc on a traduit au Québec pour le trouble de déficit de nature. Et oui, ça a été théorisé, parfois bien, parfois mal. Mal dans le sens où, tu sais, y compris dans les gens les mieux intentionnés qui s'intéressent aux choses de l'éducation, il y en a beaucoup qui sont liés à la performance et tout ça, tu vois, et donc ils disent, ah mais oui, la fréquentation nature, ça augmente le rendement scolaire, mais tu vois. Mais oui. Tu vois, et alors du coup, si on s'aperçoit que c'était le chant des oiseaux qui l'augmentait, il suffit de mettre des chants d'oiseaux dans une classe, en fait, ça n'a aucun sens, en fait, ces trucs. Donc il y a des gens qui pouvaient mesurer le niveau de stress qu'amenait la nature, ou en tout cas, que faisait diminuer la nature. Mais moi, c'est vraiment pas ça ma démarche.
comment dire, la façon dont je vois ça, c'est qu'on est des animaux, quoi, globalement. Tu vois, on est des êtres naturels, quoi. Notre histoire urbanisée, et je représente une anecdote dans l'histoire de l'humanité, tu vois, dans nos gènes et tout ça. Et alors, l'histoire scolaire, c'est même plus une anecdote, c'est un battement de cils, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Tout à fait, oui. Donc non, ça peut pas être des environnements. Donc oui, on a besoin de. Moi, mes enfants, ils l'expriment assez souvent. Leur besoin de nature, en fait. J'aurais appris un peu à le reconnaître, en fait, à l'identifier, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Puis on a une maison dans les bois, là, au Québec. Et souvent, mon grand, quand on y va, lui, son truc, c'est d'aller marcher seul, parce qu'il n'est pas souvent seul, etc. Et donc lui, c'est vraiment comme ça qu'il expérimente la nature dans la solitude et le silence. Et moi, je fais souvent pareil à son âge, en fait. Donc, oui, c'est ce qu'on peut découvrir, oui, quand on lit un peu tes écrits. Oui, effectivement. Donc oui, il y a ce besoin-là. Je ne sais même pas s'il est utile de le nommer, mais on fait partie de la nature. Tout le reste, c'est de la construction sociale, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut faire la part des choses, quoi. Une école, c'est essentiellement des espaces cliniques, en fait, tu vois, dans lesquels il ne se passe rien que l'adulte n'ait pas prévu. Or, la nature, c'est exactement l'inverse. Un enfant qui joue dans la nature, il trouve un bâton, une fourmi, un truc, peu importe, tu vois, je veux dire. Et tout ça n'est pas prévu, ce ne sont pas des espaces cliniques. Dans une classe, tout est clinique, en fait. Donc on ne peut pas, comment dire, tant qu'on se dit qu'on a comme axiome qu'il faut des murs, une autorité et un programme, c'est mort, tu vois. Voilà. Simplement. Tu commences, c'est-à-dire que tu peux pas accéder à autre chose, quoi. Voilà, c'est que. Et c'est drôle parce que ce matin, justement, j'ai mis un petit mot dans ce sens-là parce que j'ai vu passer une vidéo de 2 personnes qui avaient fait le tour du monde pour aller voir les écoles. Et donc, en tout cas, c'était très drôle parce qu'ils avaient tout un discours qui était de dire. Oui, nous on est l'éducation nouvelle et tout ça, évidemment, avec toute une méconnaissance qu'il y a des courants qui s'appellent l'éducation nouvelle depuis 150 ans, mais eux, ils croyaient avoir inventé un terme. Ils sont quand même très drôles. Mais à part ça, tu te rends compte que tout le champ sémantique qui est utilisé est scolaire. Donc, si tu veux, ils n'ont aucune. Ça reste. Ils vont pas parler d'enfants, ils vont parler d'école, d'élèves, je veux dire. Ils vont pas parler comment susciter l'envie d'apprendre chez l'élève. Tu comprends que cette phrase, ça reste ancré dans une vision. C'est ça. Mais un enfant, il n'y a pas besoin de susciter l'envie d'apprendre. Un enfant, il veut faire partie du monde, c'est ça. Comment motiver l'enfant ? Peut-être arrêter de lui faire des trucs qu'il n'a pas envie, tu vois, je veux dire. Donc, etc., etc. Donc, il y a tout un... Tu vois, une fois que tu es passé de l'autre côté du miroir, tu vois, ce discours-là te paraît un peu extraterrestre, quoi. Et donc... Il y a quand même des choses, tu sais, qui sont d'une simplicité extrême, en fait, tu vois, genre laisser du temps à un enfant pour qu'il se l'aménage comme il veut, laisser de l'espace à un enfant pour qu'il se l'aménage comme il veut. Et puis c'est même pas lui donner du temps ou lui donner de l'espace, c'est lui laisser du temps, et parce qu'il a le temps et l'espace, c'est parce qu'on lui prend qu'il y a besoin de lui redonner. Mais si on lui prend pas, il y a pas besoin de lui donner, il y a juste à lui laisser, tu vois, etc. Donc tu vois, c'est des pensées... moi, je suis quelqu'un de... Je pense vraiment avoir des pensées simplistes, en fait, tu vois, dans ma façon d'envisager les trucs, tu vois. Or, c'est cette simplicité-là qui est devenue, au fil des Mérieux et autres, des sciences de l'éducation, tu vois. Or, donc, tu as des scientifiques de l'enseignement qui sont arc-boutés sur leur programme, leur performance, leur truc. Est-ce qu'il faut 1h30 par semaine de maths ou 2 heures ? Tu vois, on sent que la question... Tu vois, par exemple, au Québec, on a eu un débat qui était fabuleux, tu vois.
le gouvernement veut lutter contre l'obésité infantile, tu vois, ça c'est il y a à peu près 2-3 ans. Tu vois. Alors, et tu vois, ils se trouvent une idée, mais écoute, révolutionnaire, géniale, c'est qu'au lieu que les enfants aient 10 minutes de récréation le matin et 10 minutes l'après-midi, ils passent à 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, tu vois. Waouh. Donc tu vois là, tu sens l'impact du truc. Sauf que les profs râlent, tu vois, en disant, ah oui, mais nous, ça nous fait 5 minutes d'enseignement en moins, tu vois, par matinée. Alors ils disent, bon, ben, c'est pas grave, on va leur demander de décaler l'arrivée puis de décaler le départ, tu vois. Mais alors là, tu sais, chez nous, il y a les bus jaunes, là, tu sais, qui ramassent, comme dans les Simpsons, tu vois, qui ramassent les enfants. Et alors là, les compagnies de bus, nous, on a des contrats, c'est à 5 minutes près, là, tu vois. Donc si là, il faut dénoncer les contrats, refaire enfin bref, tu vois, le truc qui a coûté 20 millions. Il y a une forme d'inertie. Hein. Il y a un truc qui... Donc tu veux, tant que tu penses dans ces trucs-là, tu vois, t'es pris, quoi, tu vois. Alors effectivement, en fait, les idées simples que je défends, effectivement, elles peuvent pas avoir tout ça. C'est pour ça que ça se passe en dehors de ces structures ou de choses à bâtir ou que ça. On est ailleurs, quoi. L'idée, c'est pas de peindre les murs de l'école en rose, quoi. L'idée, c'est ben déjà, si les profs acceptaient de faire des classes qui aient 3 murs, tu vois, au lieu de 4, tu vois. Déjà, tu vois, on gagnerait un bout. S'il n'y en avait plus que 2, ça serait encore mieux, tu vois. Mais tu vois, c'est ça, on est, tu vois, dans ces choses-là. Mais ça paraît révolutionnaire alors que c'est très simple, en fait. Tu proposes justement des fondamentaux pour une éducation sans école dans ton livre. Donc l'idée, c'est plutôt justement d'ouvrir la réflexion, de stimuler les dynamiques éducatives. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément de ces fondamentaux? Ouais, c'est-à-dire que les fondamentaux que moi j'ai identifiés, ils n'étaient pas liés à des exigences qu'on a sur l'enfant, tu sais, maths, français, ou lire, écrire, compter, ou je sais pas quoi. Ils étaient vraiment liés à des logiques environnementales, puisqu'on sait que, tu sais, la salade va pousser toute seule, tu ne dis pas, je suis tombé sur une salade surdouée, tu vois. Ben, nous, en tant que... Il faut qu'on prépare le jardin, tu vois, d'accord. Donc, en fait... Nous, c'est vraiment une logique d'espace, tu vois, déjà, d'espace à laisser, de temps à laisser. Il y a évidemment une forme de bienveillance, mais évidemment, ce mot-là a été galvaudé pas mal, parce qu'il n'y a personne qui fait une éducation malveillante, tu vois, donc c'est pas une recette, là, la bienveillance. Simplement d'avoir un regard. En fait, c'est de quoi tu as besoin, tu vois. C'est la phrase magique, ça, que ce soit en couple, avec ses enfants, ou avec ses amis. La question, c'est de quoi tu as besoin, tu vois. C'est ça qui nous intéresse. Évidemment, là-dedans, ça vient aussi avec un rapport à la connaissance qui est un peu différent que celui qu'on voit dans l'école, pour ne pas dire carrément différent. C'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, on va penser que l'enfant apprend en jouant. Donc on va leur faire un truc de grammaire, mais on va le faire par le jeu, en disant comme il joue, il a pointé, voilà. Donc, ce qui est une façon de déguiser la contrainte, en fait. Et encore, hein, c'est pas souvent déguisé. Ouais, alors c'est pas souvent, mais alors disons que les plus tu vois, les plus avancés déguisent la contrainte. On est presque dans les écoles alternatives, oui, là, si c'est déguisé. C'est ça. Mais et ça, c'est une façon de comprendre les choses à l'envers, en fait. C'est-à-dire que l'enfant n'apprend pas en jouant, l'enfant apprend parce qu'il joue. D'accord ? C'est-à-dire que des enfants décident d'aller jouer à faire une cabane dans les bois, et parce qu'ils jouent à faire une cabane, ils apprennent à utiliser une scie, des clous, un marteau, etc., etc., etc. Donc c'est parce qu'ils jouent qu'ils apprennent, et non pas parce qu'ils apprennent parce qu'on les fait jouer, tu vois. Oui. Donc, oui, ça rejoint la question des apprentissages autonomes. Oui, c'est ça. Et en plus, là, du coup, il y a la question de motivation, de tout ça. Tu commences, on est ailleurs, tu n'as plus besoin de ça. Je me rappelle une fois, mes enfants faisaient des cabanes avec, en carton, là, ils se fabriquaient, etc. Et je leur dis, bon, ben, si vous voulez, c'est l'heure de manger. Alors, ils me disent, ah non, mais attends, parce que là, on a fait tout ça, on n'a pas eu le temps de jouer. Tu vois. J'adore. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, ils sont dans quelque chose qui les concerne, c'est quelque chose d'hyper important pour eux, c'est quelque chose qu'ils veulent finir, qu'ils veulent mener à bien. Et on le sait, on l'a tous vu quand on a des enfants, ces moments d'enthousiasme, ils veulent plus s'arrêter, non, ils veulent pas faire une pause pour aller manger, là, ils sont pris dans leur truc, etc. Donc ben, c'est là, voilà, c'est là qu'ils apprennent, c'est dans ces instants-là que l'apprentissage se fait.
Et donc pas l'inverse, quoi, voilà. Donc ça fait partie des fondamentaux. Et en plus, la construction au savoir, elle se calque un peu sur ce schéma-là. C'est-à-dire que je fais pas une activité, par exemple, pour devenir patient, méticuleux, organisé. Mais c'est parce que je fais une activité, comme faire un feu, par exemple, qui va me rendre patient, méticuleux, organisé. Voilà, vous voyez, donc c'est toujours dans ce sens-là les compétences. que ça se place, en fait. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, une activité, si on peut la nommer comme ça, mais quand un enfant se met en tête de faire quelque chose, ça va ouvrir, ça va mettre en place, ça va créer des habiletés, ça va créer... Et donc, petit à petit, ils vont apprendre à régler un télescope, à machin, et devenir plus... Voilà, à devenir des personnes heureuses d'être ce qu'elles sont parce qu'elles ont appris ce qui est important pour eux. Voilà, donc c'est tout ça. Mais évidemment, là, encore une fois, ça ne peut pas passer par un programme, ça peut pas passer par... C'est pour ça que c'est en dehors de l'école, tout ce que je raconte. Vie, quoi. Et c'est ça qui m'a poussé, moi, en dehors de l'école, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire l'école, c'est tout pourri, il faut faire autre chose ailleurs. C'est que quand tu regardes comment fonctionne un enfant, tu te dis, je comprends pas comment il fonctionne à l'école, tu vois, parce que je prends, après j'arrête avec les exemples, mais tu sais, il y a eu, tu sais, l'assassinat du prof d'histoire, là, ou tu sais, le gars qui s'est fait décapiter. En France ? Oui. C'est qui s'est fait décapiter, Samuel, je sais plus. Bon, là-dessus, grosse réaction, etc. Et alors, on va dire que la liberté d'expression, c'est super important, que le prof avait le droit de faire ça, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a organisé des cours sur la liberté d'expression, tu vois, des cours obligatoires, en silence, assis sur une chaise, sur la liberté d'expression, tu vois. Donc, qui était la liberté d'expression du prof. Mais on n'a pas dit, bon, ben, on va faire des Charlie Hebdo dans chaque école, et puis là, on va montrer un prof tout nu avec une carotte mal placée, tu vois, et là, on verra... Non mais tu vois, et là un peu punk. Et là on verra qui on blesse, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire. Oui. On verra jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut aller quand c'est que ça va trop loin, tu vois, etc. Et donc là, en faisant ça, on laisse la liberté d'expression. Et c'est en usant de la liberté d'expression qu'on apprend la liberté d'expression, pas en écoutant un cours sur la liberté d'expression. La théorie. Voilà. Et donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que encore une fois, si tu crées des espaces où il y a des libertés, où il y a une véritable liberté d'expression, alors tu n'as pas besoin de faire d'enseignement. Et donc tu n'as pas besoin d'école. Voilà, c'est aussi bête que ça. Revenir à l'essentiel. Et à l'expérience. Est-ce que tes enfants... Enfin, tu expliquais justement que tu n'as pas pu les scolariser. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, maintenant, ceux qui me connaissent un peu depuis quelques années, là, en fait, nous, on est des parents séparés. Et leur mère a voulu qu'ils aillent à l'école. Ça s'est passé dans des tribunaux, tout ça, etc. Et évidemment, les tribunaux, c'est pas le lieu de l'alternative, évidemment. Hein, tu vois, c'est pas le lieu de... Puis tu as une juge qui est forcément première de la classe, etc. Donc, si tu veux, quand tu dis, ben nous, on apprend qu'on a envie et on se lève qu'on n'a plus sommeil, tu vois... Elle a tilté, quoi. donc voilà, donc les enfants sont dans des écoles alternatives, mais entre pas mal de guillemets au Québec, et voilà, et du coup ils apprennent l'ennui, ils perdent en culture générale. Ils le savaient, parce que on parle souvent, hein, mes enfants. Et donc, tu te rends compte que ça, tu le savais, hein, que ça, tu le sais plus. Tu te rends compte que... Alors oui, à côté de ça, c'est des enfants, ils sont intelligents, ils s'adaptent, donc ils apprennent. Alors le paradoxe là-dedans, c'est que maintenant, à partir de cette année, là, l'an prochain, en fait, le gouvernement québécois exige des parents qui font l'école à la maison de passer les examens du ministère. Il y en a 2 ou 3 au primaire, etc. Et alors, ils les passent partout, sauf dans les écoles alternatives. Tu vois. Donc, finalement, mes enfants, mon fils à 15 ans n'a jamais passé un examen, n'a jamais eu une note, n'a jamais... Donc, il y a quand même ce côté-là qui reste sympa. Puis moi, je peux aller dans l'école quand je veux. Ça, t'entends le petit sifflement derrière. Oui, on entend le chien. C'est Nimo qui décide de venir pleurer à la porte. Mais voilà. Mais donc, paradoxalement,
ils se retrouvent avec moins de liberté d'une part, mais bon, avec des choses à côté. Mais oui, moi, la façon dont on a géré ça, je les ai une semaine sur deux, tu vois. Donc, je veux dire, la semaine, quand ils sont avec moi, ils y vont s'ils veulent, quoi. Voilà, ils y vont, puis ils y vont quand ils veulent. Tous les soirs, je leur dis demain, est-ce que vous voulez y aller? Est-ce que vous voulez y aller à quelle heure? Est-ce que vous préférez qu'on fasse autre chose? Puis on y va avec ça, quoi. C'est une expérience riche aussi pour eux d'avoir pu découvrir autre chose avant. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est complètement paradoxal, parce que les profs qui disent « Ah, on sent que tes enfants, ils ont une liberté de penser, une liberté d'imagination, ils ont plein de trucs, etc. » Et oui, et ça vous interpelle pas qu'ils aient plus ça que ceux qui étaient dans vos pattes à vous, là, mais non, ça les interpelle pas, tu vois, ils sont comme... Et voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'ennuis, il y a aussi beaucoup, tu sais, à l'école, t'apprends à tricher, t'apprends à te sauver, t'apprends à... Donc, ils y sont allés à quel âge, finalement? Alors, le plus vieux a 12 ans et le plus jeune a 9 ans. Donc, ils ont quand même fait pas mal d'années pour se construire autrement, mais on a beaucoup voyagé et tout ça, mais c'est vrai que... Puis, c'est vrai qu'ils sont rentrés il y a comme 3 ans, mettons, et puis là, on a eu des écoles fermées, Covid, machin, etc., ce qui fait qu'ils ont toujours eu que des années des années entières, là, ils en ont eu une pour l'instant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, après, ce qui s'est passé sur ces dernières années, c'est que comme ils avaient fermé les parcs, les musées, les cinémas, etc., donc l'IM, mon plus grand, il me dit, c'est sûr que moi, je préfère faire l'école à la maison, mais si c'est être à la maison, parce que l'école à la maison, c'est qu'on ne fait pas l'école et on ne reste pas à la maison, tu vois. Donc si c'est pour être enfermé dans la maison parce qu'on est confiné, que tout est fermé, etc., effectivement, je préfère aller à l'école, tu vois. Et puis ça, je peux le comprendre, évidemment. Voilà, donc on navigue là-dedans, là, on essaye de voyager avec tout ça. Là. Ton expérience, justement, tu en parles aussi dans Une éducation sans école, des années que tu as pu expérimenter avec l'école à la maison, entre guillemets, puisqu'on manque un petit peu de termes pour en parler. Est-ce que tu as dû faire face à des défis? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience pendant que tu vivais ça? Alors, bon, c'est sûr que le défi, c'est comme le défi de chaque parent, tu sais, mon petit, il a fait ses nuits à 3 ans et demi, là, tu vois, donc je veux dire, voilà, donc ça, c'est les défis classiques des parents. Après, les autres défis, si tu veux, ils sont toujours liés à des logiques de comparaison. C'est-à-dire que, votre enfant, il a du retard. Je sais pas, du retard par rapport à quoi, par rapport à qui, tu vois, donc si tu rentres pas dans ces logiques-là, il n'y a pas tant de défis que ça, tu vois, je veux dire. Voilà, si tu te fais confiance et que tu fais confiance à tes enfants, moi, mon plus jeune, il a appris à lire à 9 ans, quoi. Mais par contre, il a commencé à écrire avant de savoir lire. Tu sais, quand Parce que tu as senti une pression autour de toi par rapport à ça? Oui, la pression, elle venait de leur mère, essentiellement. Oui, mais là, regarde, il y a 9 ans, il ne sait pas lire, tu vois, etc. Après, les pressions qu'on a eues au niveau, tu sais, du suivi par les ministères et tout ça... Bon, là, on s'est fait plaisir un peu, parce que... Mais moi, il débarque chez moi, tu sais, j'ai un CV de 10 pages, j'ai un doctorat, j'ai 15 bouquins, j'ai des revues scientifiques, Donc, si tu veux, quand le directeur débarquait à la maison pour faire son évaluation, etc., j'étais... Enfin, moi, je m'en fous, mais j'étais plus diplômé que lui, tu vois. Mais pour lui, c'était important. Pour moi, je m'en fous, mais lui, il s'en fout pas, tu vois. Donc là, on s'est un peu amusé, si tu veux, là-dedans, tu vois. Puis, une fois, quand ils avaient fait... il était venu voir où ils en étaient au niveau des maths et tout ça, alors, parce que lui était prof de maths de formation, tu vois, le directeur qui venait, puis j'avais dit, en fait, ils ont travaillé fort, ils ont vraiment bossé, ils vous ont préparé un examen de mathématiques. Donc asseyez-vous, prenez une feuille, un crayon, on va vous examiner. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, sympa. Donc, tu vois, on a examiné l'examinateur, tu vois, etc. Donc, ouais, c'est ça. Puis il s'est planté à l'examen, tu vois. Il a eu 2 sur 10, tu vois. Donc, à chaque réponse qu'il avait de fausse, les enfants s'asseyaient et lui expliquaient gentiment, tu vois. À 5 ans, tu te fais expliquer des théorèmes et tout ça, tu vois. Là, il me dit, ah oui, mais vous avez préparé pour ça. Oui, vous faites quoi, vous, dans vos examens? Voilà, etc., etc. Donc, tu vois, voilà, là, on s'est amusé, quoi. Mais... Donc, tu l'as plutôt bien vécu. Il n'y a pas eu d'expérience plus difficile ou
la contrainte de Non. l'organisation, ce genre de choses. Non, comme je dis, après, c'est vraiment la logique que peut avoir tout parent avec un enfant en bas âge ou deux enfants en bas âge, et puis bon, etc., etc. Mais à part ça, non, on a voyagé, on est parti en voilier, on est parti dans le désert, on a traversé les États-Unis, le Canada. Non, alors c'est exigeant, c'est pas des vacances, mais je veux dire, voilà, on a fait du woofing, on a fait. Bref, c'est la vie dans toute son ampleur, tu sais, n'importe qui a des enfants, ou un chien, ou peu importe, c'est que c'est plus de vie, en fait. Et donc plus de vie, plus d'exigence, plus de vigilance, plus d'organisation, mais c'est plus de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc quand tu as tes enfants en permanence, c'est plus de vie. C'est juste... Tout simplement. Voilà, ben oui. Ok. Je voulais justement qu'on parle de piraterie éducative. Ah oui, ah ben, ça tombe bien. Qu'est-ce que recoupe ce terme ? Alors, l'image de la piraterie, c'est un levier de déplacement paradigmatique. Si vous entendez souffler comme un bœuf derrière, c'est pas moi, c'est le chien. Alors, ce que ça représente, c'est que il y a toujours eu dans à peu près toutes les sociétés des gens, ce que j'expliquais au tout début là, qui prenez-le par le bout que vous voulez, que ce soit par la naissance, que ce soit par les lois, en tout cas, ou les paradigmes en place, etc., ben, ils n'avaient pas leur place. Ils ne rentrent pas dans les cases. Ils ne rentraient pas dans ces cases. Et donc, ils ont trouvé le moyen d'aller se faire d'autres vies ailleurs, autrement, avec d'autres lois, d'autres façons, d'autres relations, d'autres façons de... Tu vois, par exemple, sur un bateau pirate, le capitaine était souvent élu. Évidemment, sur les bateaux de la marine marchande ou des bateaux militaires français, anglais, hollandais, etc., c'était pas le cas. Dans tout l'imaginaire de la piraterie, par exemple, il y a des femmes. Parce qu'il y en avait pour vrai, tu vois. Il y a des noirs, tu vois, parce qu'il y en avait pour vrai. Il y a toutes les nationalités, etc. Évidemment, il n'y avait pas ça dans les bateaux militaires anglais ou français. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas, tu vois. Donc il y avait pas d'élection, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas tout ça. Donc ils sont allés s'inventer d'autres vies ailleurs autrement, quoi. Voilà. Alors je trouvais intéressant d'utiliser cette image-là, de dire bon ben, plutôt que d'essayer de combattre le système, alors soit par l'intérieur en devenant prof soi-même, etc., soit en combattant, en tapant dessus, comme par, mettons, les syndicats, les parents d'élèves, etc., soit, autant ne pas se fatiguer et être dans la création, en fait, plutôt que dans la lutte, quoi, voilà, d'aller faire ailleurs autre chose autrement, quoi. Donc l'idée n'est, encore une fois, de ne pas tomber dans la comparaison, mais dans la création. Oui, voilà. Et pas dans la production, mais dans la création, ce qui est complètement différent en fait. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça l'image de la piraterie. Et après, oui, il y a une part d'enfance dans cette image-là aussi. Eh bien oui, mais c'est normal, oui. Il y a une part d'aventure, il y a une part de... Tu sais, mes livres, je parle de... Là, le dernier enfin, le dernier, je vais me dire le dernier, parce que j'ai l'impression que c'est le dernier tout court. Mais disons, le prochain qui va sortir, là, Seul pour apprendre, ça parle de Robinson Crusoe. Alors, moi, je parle des pirates, je parle des Robinson, je parle dans le tout premier que j'avais écrit, je parlais des peuples autochtones. Alors oui, mon univers, c'est un peu l'île de Peter Pan, quoi. C'est l'île des enfants avec des pirates, des Indiens. Et tu vois, c'est ça, quoi. Puis il y a aussi, tu sais, quand tu fais l'école à la maison, tout ça, tu te fais demander 15 fois par jour là, pourquoi tu fais l'école à la maison. Tu sais, tu te promènes avec des enfants dans la rue un mardi matin à 10h, les gens se demandent pourquoi il y a des enfants, tu vois. Donc, et donc, tu es toujours en train d'expliquer, tu es toujours en train de... moi, j'appelle ça le syndrome du végétarien. Tu sais, c'est un peu changé, mais il y a encore 20 ans, tu sais, à tous les repas, il fallait expliquer pourquoi tu étais végétarien. Tu vois. Alors que ceux qui mangeaient de la viande n'avaient jamais besoin d'expliquer quoi que ce soit. Bon, ben là, c'est ça. Donc ça, oui, il y a une forme de lutte un peu, tu vois. Il faut savoir, il faut avoir construit une forme de discours, tu vois. Il faut savoir défendre ses choix, il faut savoir expliquer. Toutes les marginalités ont toujours besoin de s'expliquer, alors que la normalité, et pourtant il y a des grands militants de la normalité, tu vois, des grands militants de la conformité. Mais eux, ils n'ont jamais à expliquer leur militantisme, en fait, tu vois. Mais alors que si t'es un peu marginal, tu sais, moi j'ai eu plusieurs vies, je fais la route, la Manche, j'habitais dans un camion pendant 10 ans, etc. Donc
tu sais, le fait d'expliquer pourquoi tu fais pas comme les autres, là, je connais ça. Et donc, c'est pour ça que mes livres sont toujours, ou à peu près toujours, orientés vers l'idée de donner aux parents des discours, même mes posts Facebook, etc. J'ai regardé, dites-le comme ça, parce que vous allez voir, vous allez gagner un tour. Alors, soit envers la famille, soit envers les autres parents, soit envers l'inspecteur, soit envers qui vous voulez. Mais il y a des façons de dire les choses, tu vois, qui à un moment donné nous font gagner un tour, quoi. Nous font gagner une... Tu vois, j'ai souvent dit, par exemple, que, tu vois, un enfant qui va à l'école, en général, ne choisit pas d'aller à l'école, évidemment, ne choisit pas son école, il choisit pas le programme, il choisit pas sa place, il choisit pas sa classe, il choisit pas son prof, il ne choisit pas ses condisciples, il choisit pas les horaires, il choisit pas le calendrier des vacances, il choisit pas les matières, il choisit pas s'il va être évalué, comment il va être évalué, quand il va être évalué, la couleur du stylo avec laquelle il devra remplir son évaluation. Et on nous explique que ça va donner des êtres autonomes, libérés, créatifs, tout ça, tu vois. Donc, tu vois, ça paraît... tu vois, juste le dire comme ça, déjà, on vient de... tu vois, hop, on vient de faire basculer des gens qui disaient, ah ben oui, c'est vrai, je l'avais pas pensé comme ça. Et bon, voilà, donc moi, c'est ça un peu mon travail, quoi, le nombre de gens à chaque... encore ce matin, il y a une maman qui m'a écrit, désespérée, qu'est-ce que je peux faire. On m'écrit à peu près tous les jours, quoi. Et des gens qui me tombent dans les bras dans toutes les conférences, en larmes, parce que justement, ils n'ont pas les outils, etc. Donc, et voilà, donc moi, ça me déchire à chaque fois. Donc, et c'est pour ça que la formation des pirates de l'éducation, en fait, c'était que je passais tellement de temps à répondre aux gens à droite à gauche, et en plus de répondre mal, parce que je sens que les gens, ils sont au fond du trou, et moi, j'ai pas 4 heures à leur offrir, tu vois. Et ouais, c'est ça, et parce que sinon, c'était du temps pris sur mon temps et mes enfants à moi, tu vois, au bout d'un moment. Et donc, j'ai fini par me laisser convaincre de mettre en place une formation en ligne, d'accompagnement, alors à la fois paradigmatique, mais aussi à la fois sur des questions très techniques, comment on enseigne, comment on peut appréhender l'histoire, les maths, etc. Mais aussi de parler d'éducation en voyage, et donc c'est assez complet, c'est la première formation sur le unschooling, en fait. Et en plus, l'idée, c'était pas de donner des recettes, le unschooling en 4 étapes faciles. Parce que sinon, mon but, c'était pas que les gens deviennent des premiers de la classe du unschooling. Tu vois. C'était vraiment... Il y a une diversité, je pense, qui mettrait pas tout le monde d'accord, de toute façon. Donc, l'idée, c'était de dire, apprenez à vous fabriquer des chaussures qui vous font pas mal aux pieds, quoi, avec lesquelles vous allez pouvoir marcher longtemps, quoi. Voilà, donc c'est ça, et donc ça prend les gens au tout début. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont déjà franchi le pas, mais et ça accompagne les gens un peu par la main. Puis en plus, on a des rendez-vous une fois par mois. Il y a des cartes mentales aussi. Il y a bon, bref, il y a toutes sortes de choses pour aider les gens à cheminer là-dedans, quoi, et à passer de l'autre côté du miroir pour pas être prisonnier de façon de penser qui les enferme, en fait. Voilà, c'est ça. Qui les piège, parce que déscolariser ses enfants, c'est facile, mais déscolariser les parents, ça, c'est encore autre chose. Tu vois. C'est vraiment ça. Après, il y a déscolariser l'inspecteur, puis déscolariser le juge. Il y a 4 niveaux. Bon, moi, j'ai rempli les 3 premiers niveaux, j'ai pas réussi le 4e, mais quand même, tu vois, voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué, ça, et ça prend des outils, des éléments. Puis les gens, ils n'ont pas le temps d'aller chercher que Montaigne a dit, que Confucius a dit. Donc, voilà, moi, j'ai fait ce travail-là, je continue à le faire. Bon, et voilà, donc c'est ça mon idée, quoi. C'est d'amener les gens à outiller les gens, en fait. Voilà. Oui, puis tu donnes des repères là où il y a justement un manque de repères et peut-être un isolement aussi, parce que c'est un choix qui peut isoler aujourd'hui. Oui, puis
puis comment dire, ce qui est drôle, c'est qu'il est aussi dénoncé comme séparatiste, tu sais, ce qui est vraiment une bêtise incroyable, puisque au contraire, nos enfants sont dans la vie, tu vois, ils sont chez le boulanger, ils sont chez le garagiste, ils sont, tu vois, donc c'est... Alors que par contre, d'enfermer des enfants 8 heures par jour dans des endroits où les parents n'ont pas le droit de rentrer, ça, c'est pas du séparatisme. Tu vois, ça, c'est normal, tu vois. Ça, c'est l'école de la République, madame. Voilà. Donc, voilà, c'est, comme je te dis, une fois que tu es passé de l'autre côté du miroir, tout te paraît... incohérent. Tu vois, ouais, incohérent, tu vois, voilà, c'est ça. Et donc, oui, ça... Donc, il faut savoir... Je ne sais plus qui c'est qui disait que quand tu maîtrises un sujet, il faut savoir en parler... il faut savoir le dire en 3 secondes, 3 minutes ou 3 heures, là, tu vois, voilà, ou en 3 lignes, 30 lignes ou 300 lignes, tu vois, voilà. Bon, ben voilà, moi j'essaye de travailler sur ces 2 plans. Hein. Si tu veux aborder le sujet et en parler pour 300 lignes, tu remplis il y a de quoi. Ouais, ça. Mais si tu veux aussi la phrase clé qui te permet de te débarrasser de quelqu'un en une phrase, sans forcément être agressif, tu vois, mais de dire, voilà, il en faut aussi. Et ça, cette forme de maturité du discours, c'est pas évident. Les gens, ils sont pris dans leur quotidien, c'est pas des chercheurs en éducation. D'ailleurs, les profs non plus, ils sont pas des chercheurs en éducation. Les profs sont des gestionnaires, en fait. Ils gèrent des classes, des programmes, des parcours, ils gèrent des groupes, ils gèrent des projets, ils gèrent des financements, voilà. C'est des gestionnaires, mais c'est pas des pédagogues, en fait. Tu penses que les parents ont besoin d'être confortés dans leur choix par rapport à l'éducation à la maison? Ah oui, parce que les parents doutent beaucoup. Et c'est normal, et tant mieux, tu vois, parce qu'une éducation qui ne doute pas, tu vois, ne cherchez plus comment éduquer vos enfants, j'ai trouvé, tu vois, c'est pas bon, quoi. donc il faut douter, sauf qu'en plus, là, tu as le poids social, en fait, qui vient ajouter à ça. C'est ça qui est très compliqué. Parce que ce qui se passe dans les classes, tu vois, il s'en passe des conneries dans les classes, mais ça se dit dans des discussions entre profs, etc. Les profs aussi peuvent douter, évidemment, mais ils doutent entre eux. Ils doutent pas devant les parents, ils doutent pas devant les enfants, ils doutent pas devant l'inspecteur, ils doutent entre eux, ils doutent dans la salle des profs, quoi, le midi, quoi. Voilà. Sauf que comme les parents n'ont pas accès à ces doutes-là, ils ont accès à juste un rouleau compresseur. Et les parents d'école maison qui doutent, eux, on les retrouve sur les groupes Facebook, on les retrouve tout ça, qui se posent 3000 questions entre eux, etc. Mais oui, donc il y a besoin à des moments de se rassurer entre nous, mais il y a aussi besoin d'être outillé. Voilà, c'est... voilà, c'est... Tu sais, par exemple, une recherche australienne qui montre que un enfant entre 8 et 12 ans a un niveau de récupération physique, tu sais, au niveau de l'énergie. Une fois qu'il a couru, le temps de récupération est supérieur à un athlète de haut niveau, tu vois. Et ça, d'un coup, ça vient... dire, toi, tu sais, tu joues au ballon avec tes enfants, là, tu joues pendant 1 heure, toi, t'es rincé, tu vois, tu t'assois 2 secondes. Lui aussi, mais lui, 2 secondes après, il dit, on continue, on fait la deuxième partie. Et que toi, t'en peux plus, tu vois. Bon, une fois que tu sais ça, tu te dis pas, je suis un mauvais parent parce que je joue pas avec mon fils, tu vois. Tu vois, tu dis, parce que regarde, on n'a pas le même système de récupération, quoi. Voilà, c'est... Donc, toi, t'es super en forme parce que ton corps, il est fait pour ça, tu vois, à cet âge-là, moi non, quoi, tu vois. Bon, et voilà, et donc, ça permet d'outiller... Et tu dis pas, c'est vrai, quand même, j'aurais pu faire la partie, j'aurais pu me forcer, c'est vrai. Tu vois, et donc, voilà, tu outilles les gens, et puis, voilà, c'est ça un peu, en tout cas, si j'ai une mission dans ce monde-là, c'est celui-là, quoi. C'est celle-là. Tu proposes des conférences en France et en Belgique très prochainement. Tu peux nous en parler plus précisément? Oui, alors j'en ai une en Belgique, près de Charleroi, à Gourdines. Et donc là, il y a 2 formes, il y a des conférences, donc là je présente 20 ans de recherche en fait, de mes recherches. Et puis après il y a des discussions, on rencontre les parents, je vends mes livres et tout ça. Il y a des moments de signature, donc c'est sympa. Je vais être en Alsace pour la première fois, ça fait 2-3 fois que je vais en Belgique, mais je vais être en Alsace pour la première fois, donc à Mutterscholz, à côté de Célestat. Il faut s'entraîner pour le prononcer. C'est quand tu vas en Alsace, ça prend des cours.
cours. Donc voilà, pour un atelier, une conférence. Voilà. Ensuite, je vais être entre Rouen et Évreux. Je ne me rappelle plus, c'est un petit endroit. Mais vous avez tout, si vous avez mon profil Facebook et tout ça, là, vous avez tout. Ok, et puis je mettrai le lien vers ton site pour avoir les infos. Oui, puis c'est ça, puis je vais être à Paris aussi, à l'École démocratique de Paris. Je vais être au Salon du livre de Paris. Je présenter mes livres québécois. Oui. Je suis invité par le Québec. Puis dans le sud de la France, dans l'Aveyron, au Puy-en-Velay, à Clermont-Ferrand. Tu fais un sacré tour. Ouais, c'est ça. Et en Isère, je finis pour parler d'éducation à la lumière des arts martiaux, parce que je suis aussi prof d'aïkido depuis longtemps. Oui. Et voilà. Et donc, oui, je fais quand même un sacré tour. Alors, il y a que, je suis pas vraiment dans l'ouest de la France, à part quand je suis en Normandie. Mais sinon, tout l'est de la France, là, je vais être quand même, en tout cas, pas trop loin de chez vous, normalement. Tu peux nous rappeler les dates ? Alors, c'est du 18 au 29. Donc, le 18 en Belgique. Ouais, avril, ouais, c'est ça. Oui. Le 18 en Belgique, et puis après en suivant. Et donc, à 8 endroits. Donc, non, ça va être bien, j'ai hâte. C'est beaucoup d'énergie pour les gens qui organisent ça. Donc, c'est les gens qui doivent s'inscrire. C'est sûr que plus ils le font tôt, plus ça rassure les organisateurs. Un peu comme quand vous créez un festival, ou etc. Ben, c'est sûr que c'est toujours... Et voilà, et donc c'est bien. J'ai vraiment hâte de rencontrer ce monde-là. Puis à l'ère du tout numérique, c'est vrai que c'est important aussi, intéressant de pouvoir continuer de faire du présentiel. Oui, j'en ai fait beaucoup là pendant ces dernières années, mais là j'avoue que je vais être content de voir les gens en direct et tout ça. Donc oui, c'est bien. Je suis très très heureux de faire cette petite tournée. Ouais, super. Je mettrai les infos. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Je vois l'heure qui tourne. Est-ce que j'ai un mot de la fin ? Si. Ouais. C'est Bruce Lee qui disait, tu sais... Bruce Lee disait, au début, quand j'ai commencé, je pensais que un coup de pied, c'était juste un coup de pied, parce que tu sais, je savais pas trop. Bon. Puis j'ai étudié beaucoup et tout ça, je me suis rendu compte qu'un coup de pied, c'était pas juste un coup de pied. Et maintenant que ça fait longtemps que je fais ça, je me rends compte qu'un coup de pied, c'est juste un coup de pied. Et alors, tu vois, en éducation, c'est ça. On a des sensations, tu sais, avec son enfant, avec son bébé qu'on allait, que tu sais, on lit des livres, alors on se dit ouais, mais mes sensations, ça peut pas être juste ça, tu vois, ça peut pas être, je peux pas éduquer mon enfant à l'instinct, tu vois. Et puis finalement on lit des livres, on rencontre des gens, on suit des formations, puis finalement tout commence quand on ferme les livres, quoi. Et que là, du coup, là, ça y est, on est un peu outillé, on a étudié, parce qu'on ne peut pas dépasser ce par quoi on n'est pas passé, quoi. Mais là, ça y est, on a fait le tour, on a lu, on s'est confronté, on a discuté, on s'est informé, on a partagé. Puis là, maintenant, ça y est, je peux enfin, sereinement, écouter mon enfant, sans culpabiliser, m'écouter moi, lui faire confiance, me faire confiance, et donc arriver à avoir une éducation tranquille et sereine. Et c'est pour ça que, si votre enfant il a sommeil, qu'il dort, mais s'il a faim, qu'il mange, quoi. Sauf que pour arriver à ce niveau de simplicité et arriver à ce niveau ça prend une forme de maturité et il faut faire ce petit travail là. Il faut de aussi confiance en soi. de confiance, et puis aussi oui, il faut s'informer, oui, il faut lire, mais il faut aussi savoir fermer les livres, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si j'avais un mot de la fin, c'est pour ça que les grands-parents, vous voyez, sont toujours plus sereins, en fait. Parce qu'ils ont déjà fait un bout du travail, tu vois, ils ont moins de responsabilité de ça, mais aussi, ils ont fait, tu vois, ils sont passés par là déjà. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'en général, bon, des fois c'est pas le cas, mais souvent ils sont plus cool, les grands-parents. Tu vois, ils se situent moins aussi dans la tâche éducative, entre guillemets. Ils sont plus dans l'instant plaisir. Et voilà, et ça, c'est tout à fait juste, je crois, ce que tu dis. Et pourtant, quand les gens parlent, de quoi ils se souviennent ? Ah, je me souviens de mon grand-père, de ma grand-mère, quand on allait au jardin, à la pêche, quand on cuisinait, etc., etc. Et donc les gens sont très... mais d'une autre façon. Et c'est ça. Et les gens sont très attachés à ces souvenirs-là, très précisément, parce qu'ils n'étaient pas dans une mission d'enseignement. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, bien comme Thierry. mot de la fin, ça, non? Oui, c'est super. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je mettrai ton site ainsi que ton petit tour avec les dates en lien pour que ce soit facile à trouver. Et puis, je te souhaite un joli Tour de France. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, Thierry. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à contribuer à sa diffusion en partageant cet épisode. Vous pouvez également contribuer à la visibilité de ce podcast sur Apple Podcast en allant ajouter une notation à 5 étoiles sur cette plateforme. À très bientôt.